Bonjour. Bonjour à tous, merci d'être venus. On est en pleine tentative, c'est la première fois qu'on fait ça. Donc avant même qu'on commence, je vous demande toute indulgence technique et technologique sur ce qui va se passer. Voilà, donc soyez pas perdus. Je suis juste là, c'est moi qui pilote les choses. Allez voir à l'écran un ordinateur qui n'arrête pas de faire des changements de vidéo. En réalité, tant que c'est pas un extrait à l'écran, c'est Frédéric qu'il faudra regarder. Vous occupez pas de ce qui se passe quand je manipule les extraits vidéo. Voilà, je vais tout de suite laisser la parole pour présenter ce qui va se passer pendant 2h, 2h15. Voilà, en tout cas, maintenant que vous êtes prévenus, vous savez où vous mettez les pieds. Frédéric. Merci Nicolas. Donc, vous pouvez regarder aussi Nicolas de temps en temps, ça peut être intéressant. Vous m'entendez? Oui. Mal. Là, il va falloir que je parle fort. Ah. Je peux commencer à parler quand même. Je vais essayer de parler fort. Je vous remercie d'être là. Je remercie à ceux qui reviennent en plus, qui étaient déjà là la première fois. Donc c'est un ciné-club qui dure, je répète un petit peu le fonctionnement, qui dure 1 an. Le premier cycle donc est consacré aux écrivains du 7e art. Donc aujourd'hui on va en parler, je vais expliquer un petit peu. Oui, je vais expliquer un petit peu quel est le sujet un petit peu de cette conférence, de cette discussion, j'espère, avec vous. Alors, on avait montré Lettre d'une inconnue la première fois, donc inspiré de Stefan Zweig, réalisé par Ophuls. Le mois prochain, ce sera donc Wild Dog, inspiré de Romain Gary. Il y aura peut-être quelqu'un qui viendra avec moi la prochaine fois pour parler un peu de Samuel Fuller. Bon, voilà. Donc, quand on parle de littérature et de cinéma, évidemment, il faut que je vous explique un petit peu comment j'ai cerné le sujet. Alors, de quoi je m'inspire d'abord? Je m'inspire simplement d'un bouquin que j'ai écrit, qui est sorti il y a quelques mois, aux éditions Séguier, qui s'appelle donc Les écrivains du 7e art. Quand on parle, je vous disais, de littérature et de cinéma, évidemment, ça peut être très vaste comme champ d'investigation. Littérature et cinéma, on peut se dire, on va traiter par exemple de la question de l'adaptation, une adaptation littéraire. Il n'y a pas longtemps, j'étais à une discussion dans un salon Jury, littéraire. Jean Giono, je sais bien qu'un membre du jury... Voilà, c'est Jean. On pourrait parler de la question de l'adaptation, on pourrait parler écrivain du 7e art, on pourrait parler de la représentation de l'écrivain au cinéma, de quelle façon il a été caractérisé, par exemple, dans divers films au fur et à mesure des années. Moi, je me suis intéressé à toute autre chose. Écrivain du 7e art, on pense évidemment, il y a des noms qui surgissent immédiatement dans le corpus, des gens qui ont, des écrivains qui ont écrit pour le cinéma ou réalisé des films. Et il y a évidemment des figures tutélaires qui sortent évidemment du lot en France, puisqu'on reste aujourd'hui, on reste vraiment en France. On parle que d'écrivains français. On pense évidemment à Sacha Guitry, à Pagnol, à Prévert, jusqu'à Duras dernièrement. On pense à Cocteau. Moi, j'ai voulu m'intéresser à d'autres personnes. J'ai voulu m'intéresser à des écrivains dont on ignorait dans l'ensemble, peut-être pas tout le monde, vous le verrez tout à l'heure, mais dont on ignorait parfois qu'il y avait eu une aventure cinématographique qui avait duré plus ou moins longtemps. Des gens auxquels on ne pense pas forcément. Et les écrivains dont on va parler aujourd'hui, on va parler par exemple de Jean Giono immédiatement, on va parler également de Malraux par exemple, on va parler un petit peu de Romain Gary, vous verrez pourquoi, avant le mois prochain. On va parler peut-être aussi d'Emmanuel Carrère à la fin si on a le temps. On va parler de quelques écrivains comme ça qui ont eu soudain la tentation d'aller faire un pas de côté vers le cinéma, de s'y intéresser avec des expériences qui sont plus ou moins réussies. Je le dis tout de suite parce que les films dont je vais montrer des extraits ou dont je vais parler ne sont pas forcément des grands chefs-d'œuvre du cinéma. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que souvent, la plupart de ces films sont absents des histoires du cinéma. Ce sont des films auxquels on ne pense pas, qui ont été un petit peu ignorés des historiographies officielles ou un peu monolithiques. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas peut-être l'occasion aussi un petit peu d'aller les voir, simplement de les revoir? Pourquoi ces films-là ont été oubliés? Est-ce que c'est simplement pour des questions artistiques? Est-ce que ce sont simplement des échecs? D'où aussi la question de l'échec qui m'intéressait. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Mais aussi savoir si ces films-là ne méritaient pas d'être revus ou d'être découverts aujourd'hui. Je prends un exemple, puisque je vous parlais de Romain Gary, dont on parlera évidemment encore le mois prochain. Romain Gary a un lien très fort avec le cinéma,
non pas simplement parce qu'il a été l'époux de Gene Seberg, mais parce qu'il a déjà réalisé 2 films. Et il a écrit aussi le scénario adapté de son propre roman Les Racines du Ciel, qui était prix Goncourt en 1957, pour John Huston, qui est un film qu'il détestait. Mais également, Gary donc a réalisé 2 films. Or, dans ces 2 films, il y en a un qui s'appelle Les oiseaux vont mourir au Pérou, qui d'ailleurs faisait la photo sur l'affiche de la conférence, qui est un film qui a été totalement oublié. Et si vous le cherchez, je suis persuadé que vous ne le trouverez nulle part. Je le sais parce que quand j'étais en train d'enquêter pour mon livre, j'ai vraiment été dans une situation de détective privé. On m'a remis une clé USB dans ma boîte aux lettres, et à l'intérieur, j'avais une copie pirate des oiseaux vont mourir au Pérou. Et il se trouve que c'est un grand admirateur de Gary qui, depuis plus de 10 ou 15 ans, se bat pour essayer simplement d'éditer ce film, c'est-à-dire simplement de le faire voir. Mais pourquoi ce film a été évacué? Est-ce que le film était aussi raté qu'on le disait? Il fallait quand même le vérifier. Et on se rendait compte aussi que ce film-là, qui a une réputation vraiment de nanar, et je sais pour avoir lu des critiques qu'on a fait de mon livre, on me dit « Ah mais ce film a une réputation de nanar ». Bon, c'est plus compliqué que ça. C'est un film que Gary a réalisé en 68, enfin qui est sorti, pour vous dire, en juin 68, et Romain Gary, comme vous le savez, qui était un grand résistant, était un gaulliste patenté, était un fidèle du général de Gaulle. Donc le film, immédiatement après les événements de 68, a été quand même très très mal accueilli, on va dire, par la presse de l'époque. Et également, c'est un film qui traite de la nymphomanie et de l'érotomanie, et qui est assez scabreux, qui a été interdit d'abord un certain temps, au moins de 18 ans, avant que ce soit changé. Et donc il y a tout un contexte historique derrière qui fait que ce film a été complètement évacué et qu'on ne peut plus du tout le voir. Voilà. Alors, il y a des gens ici qui me payent cher, peut-être que je leur donnerai la copie pirate s'ils veulent découvrir ce film, dont je pense apporter quand même des extraits. Le mois prochain, enfin peut-être des extraits, ou je sais pas, enfin j'essaierai de trouver un système avec Nicolas pour qu'on en parle. Donc il y avait cette question de contextualisation qui m'intéressait par rapport à ces films qui ont été oubliés ou évacués d'une historiographie officielle. Il y avait cette question de l'échec qui moi m'intéressait beaucoup. Pourquoi ces écrivains ont-ils parfois échoué, ou parfois leur réputation a-t-elle été entachée dans leur expérience cinématographique par leurs échecs? Et voilà, donc il y avait l'idée un petit peu de bousculer les choses, et également le fait que, étant critique de cinéma depuis plus de 10 ans, et travaillant depuis quelques années dans une revue de littérature et de cinéma, j'avais envie moi aussi de faire un pas de côté, et non plus de m'intéresser comme depuis des années uniquement à des cinéastes, mais aussi un petit peu d'aller voir d'autres formes artistiques et voir ce qui se passait dans cette confrontation entre la personnalité d'un écrivain et l'appareil cinématographique. Alors, la première chose qu'on va voir, on va parler tout de suite de Jean Giono, pour une raison très simple, c'est qu'à mon avis, Jean Giono est un cas assez exemplaire de ces personnalités qui m'ont intéressé. Et il a un parcours aussi, à mon avis, qui va assez bien problématiser tout ce qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, on va regarder cette interview qui a été faite de Jean Giono au moment où il est président du Festival de Cannes. Il y a de moins en moins d'écrivains aujourd'hui qui sont dans les jurys ou présidents du Festival de Cannes. C'était une tradition qui existait jadis et qui est de plus en plus rare. On a vu Emmanuel Carrère et Hanif Kureishi il y a quelques années qui sont revenus, mais il y a de moins en moins d'écrivains qui sont sollicités aujourd'hui dans le jury du Festival de Cannes. La Palme d'Or cette année-là a été donnée à Viridiana de Buñuel par Jean Giono, et vous allez écouter Giono vous parler de cinéma. Jean Giono, je sais bien qu'un membre du jury, à plus forte raison un président, n'a pas le droit de parler, de dire ce qu'il pense des films qu'il va voir, mais je pense malgré tout qu'en vous posant certaines questions, nous pourrons nous faire une idée sur la façon dont vous allez juger les films. D'abord cette question, qu'est-ce que le cinéma représente pour vous? Le cinéma, jusqu'à présent, présentait pour moi une sorte d'art nouveau, qui pouvait se permettre de faire des images plus rapidement que l'écriture. Mais depuis un certain temps, j'imagine une autre chose. J'imagine que le cinéma est surtout une industrie. Depuis quand est-ce que vous allez au cinéma? Je vais au cinéma depuis ma plus tendre enfance, et même, je suis allé au cinéma au commencement même du cinéma. Je me souviens qu'à ce moment-là, le cinéma n'était encore qu'une petite boîte ambulante qu'on a promenée de village en village. Et le cinéma était venu à Manosque, qu'on avait vidé une épicerie de tous ces bocaux d'épices. Et on avait installé là l'appareil de projection qui était rudimentaire, et on faisait voir l'arroseur arrosé, la locomotive arrivant en gare de Saint-Tropez, en gare de je sais pas quoi, La Ciotat, oui. De la Ciotat, oui, c'est ça.
Et c'est à ce moment-là que j'ai vu le premier film de cinéma. Quel genre de film aimez-vous? J'aime surtout les films d'action, les films d'aventure, je suis très amateur de western. En somme, pour vous, vous n'attendez pas un message d'un film? Ah, certainement pas. J'attends une distraction, un motif d'évasion, des paysages, de l'action surtout. Vous ne pensez pas qu'un film puisse apporter une connaissance particulière? Vous pensez qu'il faut le trouver dans d'autres sources d'inspiration? On ne peut pas faire mieux qu'un livre, par exemple. Je pense qu'il faut que le livre collabore avec le cinéma. Je crois que actuellement, il y a une certaine habitude à se servir des moyens mécaniques pour se cultiver. Par exemple, la radio, la télévision, le cinéma. Et on abandonne un peu le livre. Je crois qu'il faut que tout collabore, qu'on ait en même temps le désir de voir de la peinture, qu'on ait le désir de voir de la sculpture, de l'architecture, et qu'on lise en même temps. Alors le cinéma collabore à ce moment-là, mais il ne peut pas seul créer une culture. Votre œuvre a inspiré de très beaux films, très grandes fresques cinématographiques, par exemple Requin ou bien La femme du boulanger, mais c'était justement des gens qui tiraient des films de vos livres. Aujourd'hui, vous voulez le faire vous-même. Vous venez de le faire avec Crésus. À quoi est-ce que cela correspond? Vous n'étiez pas content de ce que l'on faisait de vous? Oui, pas content. Évidemment, on n'est jamais content. Dès qu'il y a une adaptation sur une œuvre déjà créée, quand on l'a créée, on a eu un rythme, on a eu une discipline, on a voulu faire une certaine chose. Dès qu'une autre intelligence s'occupe de ces choses déjà créées, elle est forcément en désaccord avec vous. Même si le livre, si le film tiré d'un livre est admirable pour le public, l'auteur n'est jamais satisfait car la création du film est à côté de la création du livre. Elle est quand même, elle se sépare un peu de la création du livre. Je pense que serait-ce qu'une toute petite séparation, c'est déjà suffisant pour créer une sorte de malentendu entre l'auteur du livre et l'auteur du film. Quel genre de juré serez-vous? Vous serez un juré... je serais un juré consciencieux. Ça, ils le disent tous avant. Hein. D'ailleurs, en général, ils le sont, d'ailleurs. Oui, ils le sont. Toujours. Ils sont à tous les repas et à tous les films. Oui, moi, je ne serais pas au repas. Mais de... Alors, pourquoi j'ai voulu commencer par Jean Giono? Je vous disais que ça m'intéressait par rapport à différentes problématiques. Vous avez vu que Jean Giono parlait par exemple de la question de l'adaptation, qui ne va pas être le sujet central d'aujourd'hui, mais surtout parce que le parcours de Jean Giono est assez exemplaire. Giono n'est pas très amène dans cet extrait avec le cinéma, et il y a encore d'autres citations de Giono jusqu'à la fin des années 60, où il va être de plus en plus sévère à propos du cinéma, et en particulier à propos, vous savez, des jeunes Turcs, de la nouvelle vague, de tous ces jeunes gens qui ont débarqué, qui d'ailleurs ont porté plutôt au nu les films auxquels a participé ou qu'a réalisé Jean Giono, mais lui n'était absolument pas d'accord avec leur conception de la mise en scène et du cinéma, mais surtout parce que le parcours de Jean Giono et le rapport de Jean Giono au cinéma est un parcours c'est quelqu'un qui a été déçu par le cinéma. C'est quelqu'un qui, alors qu'il est en train, comme vous l'entendez ici, de réfléchir un petit peu à ce qui est possible ou pas possible, c'est quelqu'un qui d'abord y a cru énormément. Et ce qu'on ne sait pas, ou alors ce que beaucoup ignorent, c'est que pourtant Giono a entre 1930 à peu près, enfin au milieu des années 30 et le milieu des années 60, a quand même écrit une vingtaine de scénarios. Donc il y a une œuvre de Jean Giono au cinéma qui est assez formidable, qui est assez extraordinaire, et surtout il a écrit et réalisé dans des genres très différents. Et dès les années 30, Giono avait une conception du cinéma extrêmement élevée. Il rêvait, comme beaucoup de poètes dans les années 20, comme beaucoup de certains écrivains dès les années 20, à un cinéma qui serait magique. Il imaginait d'ailleurs des spectacles cinématographiques qui pourraient durer des semaines entières, vous voyez, comme des processions au Moyen-Âge. Il imaginait une caméra qui pourrait être totalement subjective, une caméra qui s'élèverait au-dessus du sol, qui pourrait voler, qui pourrait s'envoler. Il avait vraiment une conception du cinéma comme, pour reprendre une expression connue, d'une dramaturgie sans parole. Et il pensait vraiment qu'il était capable de créer un cinéma extraordinaire simplement avec des images, d'abord, avant de passer par le verbe. Et Giono est allé de déception en déception. Comme il le dit là dans cet entretien que vous avez vu, Giono a collaboré très tôt avec Pagnol.
Alors évidemment, c'est deux conceptions assez différentes, on va dire, de la Provence. On va dire la Provence de Giono n'est pas la Provence de Pagnol. Et il va parfois participer à des scénarios pour Pagnol, il va lui donner quelques écrits que Pagnol va adapter, comme on a entendu parler par exemple de La femme du boulanger. Et à chaque fois, il ne va pas être d'accord avec ce que Pagnol a fait de son art. Et je vais vous montrer par exemple un extrait, d'un extrait du tout début d'un film. C'est l'adaptation de Geoffroy, est-ce qu'on l'a excusez-moi. Ouais, je pense que c'est ça. Est faite et acceptée aux charges et conditions suivantes que l'acquéreur s'engage et s'oblige à exécuter. Primo, il acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance les impositions, charges et redevances de toute nature auxquelles l'immeuble site subvendu peut et pourra être assujetti. Secondo, il jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives qui peuvent exister au profit ou à la charge de l'immeuble présentement vendu à ses risques et périls, sans recours contre les vendeurs qui déclarent ne pas connaître de servitudes passives sur l'immeuble vendu et n'en avoir créé aucune. Bien sûr, enfin l'acquéreur paiera les frais, droits et honoraires des présentes s'élevant à 1210 francs. En outre, la présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de 12 000 francs que les vendeurs reconnaissent et déclarent avoir reçu tout présentement en bonnes espèces de cours comptées et délivrées à la vue du notaire sous-signé de monsieur Alphonse Durbec, acquéreur, à qui ils en donnent bonne et définitive quittance. Vous avez compris, Geoffroy? Oui, j'ai bien compris. Il va me donner 12 000 francs. C'est ça. Il va vous donner 12 000 francs. Et toi, Geoffroy, tu me donnes le verger dans la Mossade. Sont bien d'accord? Oui, je te vends mon verger dans la Mossade. Le verger, mais pas la maison. Et toi, Barbe? Le verger, mais pas la maison. Oui, c'est ça. Je te vends le verger, mais pas la maison. Rien que le verger de la moisson. Et que toi, Barbe, tu as fini de te mettre au milieu, rien que le verger. Vous l'avez bien mis sur le papier. Oui, oui, ça y est, ne vous inquiétez pas. Parce que la maison, je me la garde. Qu'elle vaut cher, la maison. Ah oui, Barbe. Et dis même peu qu'elle vaut cher. Oh oui, elle vaut cher. Nous avons fait refaire le toit, juste avant la guerre, en 1905. Alors, je me la garde. Ah, mais nous sommes d'accord. Où sont les sous? Sont là. Voilà. Et donne-les-moi. Tout à l'heure, Geoffroy, quand tu m'as donné le papier, alors tu crois que je vais te donner les papiers si tu me donnes pas les sous? Et tu crois que moi je vais te donner les sous sans que tu me donnes le papier? Oh, ça c'est trop fort. Par exemple, dites, monsieur le président. Eh, tu vois le président, tu es folle, ma pauvre vieille. Excusez-la, sa tête se fait un peu chiant. Alors, tu les donnes, les sous? Quand on va chez le marchand, Geoffroy, qu'est-ce qu'on fait? Hein? On prend d'abord la marchandise, et puis après, on donne les sous. Alors, ne perdons pas de temps. Force. C'est à moi qu'il faut donner l'argent, et c'est moi qui vous remettrai les papiers. Ah, bon, ça c'est mieux. Je crois, c'est pas que j'ai pas confiance en toi. Ouais. Tu as tellement confiance en moi que tu ne veux pas me donner les sous. Ça va bien. Mais puisque c'est monsieur le président qui va te les donner, Geoffroy. Ma pauvre Barbe, tu ne dis que des bêtises. Ne parle plus que tu fais rigoler le monde. Ah, tenez, Geoffroy. Vous allez signer ici. Et bien sûr que sur ce papier, je ne lui donne pas la maison.
Oui, c'est sûr, n'ayez peur de rien. Bon, alors je signe. Et vous, Madame Geoffroy, vous savez signer? Un peu, Monsieur le Président. Un petit peu. Pas beaucoup, naturellement, mais un petit peu. Est-ce qu'elle sait signer? Mais oui, elle sait. Mais pourquoi vous demandez ça? Parce qu'il faut qu'elle signe. C'est la loi. Ah, par exemple, ça serait une drôle de loi. Alors, parce que je vais m'engager, il faut faire signer ma femme. Ah, mais moi, quand même, je voudrais qu'on fasse les choses en règle. Il faut qu'elle signe. S'il faut qu'elle signe, ben, je signerai pour elle. Et puisque c'est la loi, c'est pas la loi qui commande dans mon ménage, c'est moi. Non, non, Geoffroy, on le sait bien. Mais quand je te demande quelque chose, c'est bien rare que tu dises non. C'est pas vrai. Je dis toujours non. Et puis, pourquoi tu veux signer? Tu veux peut-être faire croire que c'est toi la patronne? Mais non, non, Geoffroy, mais ça me ferait tant plaisir si tu voulais. Et pourquoi? Parce que ça me ferait de l'honneur de signer à côté de toi dans une chose si importante. Ah, ça c'est vrai. J'ai signé qu'une fois dans ma vie. Un jour, j'ai signé à côté de toi. Où? Pour notre mariage, Geoffroy. Signe, pardon. Bon. Je vous montre cet extrait du début de Geoffroy parce que Giono a détesté cette adaptation. D'abord pour une raison très simple, c'est que cette scène inaugurale que vous venez de voir n'existe pas dans la nouvelle qu'a écrite Giono. Et parce qu'il a vraiment eu l'impression que Pagnol avait tiré la substance même de sa nouvelle pour en faire, je dirais, une espèce de galéjade pagnolesque. Et vous avez entendu quand même des dialogues, une espèce de quiproquo pagnolesque qu'on peut retrouver dans son cinéma. Et à propos de ce film, Giono parlait quand même de sauvagerie pour parler de ce qu'avait fait Pagnol, avait fait Pagnol à son égard. Donc il était déçu par ce qu'on faisait de sa propre œuvre quand quelqu'un se réappropriait évidemment son écriture. C'est la première chose. Et ensuite, Giono va toujours essayer de mettre en chantier des films et il va aller de déception en déception. Et l'autre déception, qui est celle qui m'intéresse parce que c'est celle que j'ai retrouvée à peu près, je dis pas, mais extrêmement souvent chez des écrivains, c'est une déception avec l'appareil du cinéma. Il y a par exemple un autre film que Pagnol a réalisé, qui est Angèle, qui est également, dont Giono d'ailleurs, à partir de ses écrits, avait écrit le scénario. Et quand il arrive sur le tournage du film de Pagnol, Giono voit une séquence qu'il n'a pas écrite. Alors qui se passe à Bizerte. Alors il demande à Pagnol, mais pourquoi? Il dit, c'est très simple. Pour que le film soit distribué en Afrique du Nord, le distributeur m'a demandé de rajouter une scène qui se passe à Bizerte. Et voilà. Giono ne comprend pas qu'on dénature encore une œuvre pour des raisons commerciales. Et quand ce ne sont pas des raisons commerciales, ce sont aussi par exemple des raisons techniques. Sur un film que Giono va écrire, une adaptation co-réalisée qui s'appelle L'eau vive, pour François Villiers dans les années 50, vous savez, le fameux film pour lequel Guy Béard a écrit la chanson L'eau vive. À un moment donné, le metteur en scène, François Villiers, qui est un ami de Giono, vient le voir et lui dit écoute, il va falloir qu'on coupe ta scène en plein milieu. Alors Giono demande mais pourquoi? Il dit c'est très simple, je n'ai pas assez de longueur de travelling disponible, je n'ai pas assez de rails pour pouvoir aller au bout du dialogue. Et alors, Giono, qui a une conception, comme je vous disais, d'un cinéma extrêmement pur et qui rêvait de quelque chose d'extrêmement, extrêmement pur du cinéma, va comme ça aller de déception en déception. Malgré tout, même si il y a cette ambition déçue dans la production de Giono, il va quand même mettre vraiment la main à la pâte dans les années 50, revenir à un cinéma plus dialogué, et il va réaliser un film, et il va participer de très très près à une adaptation qu'il a écrite. Alors, on va commencer peut-être par un extrait du seul film que Jean Giono a réalisé, 1960. On en a parlé dans l'extrait tout à l'heure, vous avez entendu Giono, c'est Crésus avec Fernandel. Non, c'est dans cette école, c'est les bicyclettes. Qu'est-ce que c'est ça? 5 000? 5 000 quoi? 5 000 francs? Ah, mais ça, je sais ce que c'est 5 000 francs. Oh là là. Oh, il y en a au moins 2 mètres cubes, là. On fait de Chine que des ronds.
Moi, je voudrais acheter des choses qui font plaisir. Ah oui? Qu'est-ce que vous avez? Des millions? Oh, c'est pire. Vous n'avez quand même pas des milliards? Ah, c'est quelque chose dans ce genre-là, mais beaucoup plus gros. Mais c'est pas possible. C'est parce que vous vous rendez pas compte des choses. Mais des milliards, c'est incompréhensible. Vous n'avez pas envie d'une bicyclette? Ah oui, une bicyclette. Ah oui, ça. Eh bien, avec des milliards, c'est pas une bicyclette qu'on peut s'acheter. C'est 10 000 bicyclettes. Et pas par an, ni par jour, par seconde. Vous entendez? Par seconde. 10 000 cyclettes. Comment 10 000 cyclimètres. Enfin, 10 000. Pan, 10 000. 10 000. Pan, 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 pan. Et pendant 5000 ans. Et c'est pas fini. Vous allez voir. Supposons... Quand je vous dis que mon copain a beaucoup de sous, je veux dire qu'il en a. Il en a beaucoup. Je vous invite à voir Crésus, un film qu'on peut se procurer assez facilement, à mon sens, qui est un film extrêmement réussi, extrêmement beau. Comme vous avez vu, donc Fernandel tombe sur cette ogive dans laquelle il y a de l'argent qui est destiné à l'effort de guerre, et il se retrouve face à une somme totalement astronomique. Ça donne d'ailleurs lieu à une scène où il s'explique avec une enseignante, laquelle lui dit: mais tu as des milliards, je rajoute des zéros, et elle dit: mais à ce moment-là, c'est une somme astronomique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui dépasse même notre entendement, on ne peut même pas concevoir le nombre de zéros que ça fait. Et Fernandel va être pris de terreur face à cette somme, il ne sait pas quoi en faire, et donc il va distribuer cet argent, il va le donner, et évidemment, les gens autour de lui, quand ils ne sont pas concupiscents, trouvent ça très curieux qu'on leur donne tout cet argent. Et ça va se finir très mal, tout ça. Ce qui m'intéresse dans cet extrait, c'est qu'il y a, à mon avis, dans ce seul film réalisé par Giono, peut-être, il y a un petit peu tout ce qui faisait sa conception du cinéma. Comme vous l'avez vu, à la fin, il y a vraiment ce mouvement en dehors de la vitrine, ce mouvement aérien de la caméra qui s'envole. Vous avez vu le passage entre les deux scènes, vous avez cette Provence qui est sombre, qui n'est pas du tout la Provence de Pagnol, qui n'est pas du tout ensoleillée, qui est une Provence aride. Et le film se passe vraiment dans une Provence qui est extrêmement austère, aride, dure. Les gens sont durs les uns avec les autres. Et il y a vraiment peut-être l'idée quand même d'un rêve de cinéma qui se serait réconcilié chez Giono, qui se déroule dans ce film, entre un cinéma qui est devenu plus romanesque, plus narratif, au diapason même de son œuvre romanesque à lui. On va dire, si on divise vraiment son œuvre entre les livres écrits dans les années 30 et ceux qui sont écrits à partir des années 50, et également, je dirais, quelque chose qui serait de l'ordre peut-être du cosmique, tout simplement. Il y a vraiment une hauteur presque métaphysique dans le cinéma de Giono qu'on peut voir apparaître dans Crésus. Et il y a dans ces dialogues, à la différence de Pagnol, il y a vraiment un sens de l'absurde qui va être poussé très 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 loin. Si bien que même quand le film est sorti, on a pensé, enfin, Luc Moulet, grand cinéaste au Cahier, avait fait un rapprochement entre Giono, entre le cinéma de Giono et les pièces de Ionesco. Voilà. Et alors je vais vous montrer un dernier extrait pour peut-être vous donner envie de découvrir le cinéma de Giono. C'est un film donc qui est tiré de son chef-d'œuvre Un roi sans divertissement, dont il a écrit le scénario pour François Le Terrier. Mais je vous dirai un petit peu après, il était plus que le scénariste sur ce film. Pour le rappel, pour ceux qui ne connaissent pas Un roi sans divertissement, ça se passe dans un village très isolé, ça a été tourné dans l'Aubrac, et il y a des disparitions, on va dire.
Les curieux pourront trouver très facilement Un roi sans divertissement sur Internet. Le film est disponible, il a été réalisé par François Leterrier et Giono, comme je vous disais, a écrit un scénario extrêmement élaboré du film. Quand je dis élaboré, ça veut dire que Jacques Mény a publié en 1978 les scénarios de Jean Giono et on peut vraiment remarquer, si on y prête attention, qu'il n'y a pas simplement un script écrit, mais qu'il y a vraiment des indications sur les couleurs, des indications sur les silhouettes noires sur le fond blanc. Il y a une attention de Giono à l'image qui est permanente dans ces scénarios, à tel point que dans ce film, je n'ai pas pu vous montrer cet extrait, il y a vraiment un fil rouge, c'est le cas de le dire, de sang dans le film. C'est-à-dire, au fur et à mesure de la quête de l'enquêteur pour savoir ce qui s'est passé, on va découvrir du sang qui revient. Et parfois, ça devient presque du cinéma à la limite de l'abstraction ou de la peinture. Ça veut dire avec simplement des éclats rouges sur des fonds blancs, sur des fonds noirs hyper saturés. Et ce qui donne vraiment un film à la lisière un peu de ce que rêvait Giono, à la fois d'un grand cinéma populaire, narratif, d'action, comme il parlait, et en même temps avec des expérimentations formelles qui sont quand même sans cesse présentes dans les scénarios qu'il a écrits. Et j'en tiens pour l'exemple de quelque chose que je ne peux pas malheureusement vous montrer, c'est qu'il a réalisé dans les années 50 un court-métrage qui s'appelle Le Foulard de Smyrne, qui aurait dû être une préface à une adaptation du Hussard sur le toit, où on suit une ombrelle qui propage le choléra. Comme vous savez bien, Hussard sur le toit étant l'histoire de la propagation du choléra. Et on est véritablement en caméra subjective en train de suivre une ombrelle. Nous sommes les yeux d'une ombrelle qui propage le choléra. Malheureusement, ce film, pour revenir un peu à ce que je disais en introduction, actuellement n'est absolument invisible. Le seul endroit où vous pouvez espérer peut-être le voir, c'est en allant simplement à Manosque, chez Jean Giono, où il existe encore une copie disponible du Foulard de Smyrne, qui est peut-être quand même peut-être le film qui se rapproche le mieux de l'idéal de cinéma qu'avait Jean Giono à ses débuts. Alors, on va peut-être pas passer la journée sur Giono. Je voudrais vous parler, puisqu'on parle pour le moment de gens qui ont quand même qui ont un corpus assez impressionnant ou assez extraordinaire de films, je voudrais vous parler d'un autre écrivain dont on ignore aussi, à mon avis, enfin dont on ignore, certains ignorent, qu'il a une œuvre assez impressionnante d'écrivain pour le 7e art, enfin qui a écrit énormément pour le cinéma, c'est Joseph Kessel. Joseph Kessel, pour le dire, et moi j'étonne encore pas mal d'amis quand je le raconte, entre à peu près 1925 et un peu plus tard que 1965, enfin entre les années 30 et 60, un peu comme Giono, a écrit plus d'une vingtaine de scénarios. A écrit tout simplement plus d'une vingtaine de scénarios, et l'activité de scénariste de Kessel
était, je veux dire, aussi importante que son activité de romancier et de journaliste. C'est-à-dire qu'il écrivait un scénario, il écrivait des articles et il écrivait des romans. Et évidemment, le cinéma était une activité surtout lucrative pour lui, ça veut dire qu'elle lui permettait de vivre la grande vie qu'il voulait avoir, et il voyait bien le cinéma comme une activité lucrative, mais il a toujours continué à écrire des scénarios et à adapter ses propres livres, ou alors travailler sur des scénarios originaux tout au long de sa vie. Kessel a même été, et il a écrit d'ailleurs sur Hollywood, il a été à Hollywood où il a été reçu d'ailleurs par les plus grandes stars hollywoodiennes. Il y a une anecdote qui est géniale dans la biographie qui est consacrée à Kessel, où un soir même il a rencontré Humphrey Bogart à une soirée. Et vous savez, Kessel était un grand buveur. Bogart avait la réputation aussi d'avoir une bonne descente, et ils ont fait un concours tous les deux de celui qui arriverait le plus à boire pendant la soirée. Et ils devaient partir d'un point de la soirée et aller à l'autre point, et à chaque fois pour aller chercher des verres, l'un et l'autre, jusqu'à ce que Bogart tout à coup s'écroule. Et Kessel a gagné, mais il est devenu fou ce soir-là, il a même défoncé la porte de sa chambre avec sa tête, pour vous dire. Voilà. Alors on va regarder un petit peu ce qu'était dans l'ensemble le cinéma de Joseph Kessel, pardon. Et alors, je vais vous montrer d'autres choses. Alors, on a Night of General et on a... Attends, il y a ça. Alors, les amants du tas, je sais pas si... T'as pris l'intégralité de la vidéo ? Non, je vais pas faire ça. Alors, j'ai Night of General et j'en ai un autre aussi qui est... Excusez-moi. Oui, bah, on va regarder la bande-annonce de La Nuit des Généraux. La Nuit des Généraux qui est passée sur Arte il y a très peu de temps, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Born of the ruthless might and madness of total war. A motion picture. A manhunt that triggers total excitement. Describe him, please. There was a red stripe running down the leg. He's lying. Are you aware that only German generals wear the red stripe? Yes, sir. That's why I was afraid. A thrilling adventure in suspense on a grand scale. A study in intrigue and relentless pursuit that spans 3 decades. To come to climax today. The murderer was seen leaving the woman's room. In that case, you must know who he is. Not exactly. The face was not visible. But the uniform was. It was the uniform of a German officer. In fact, a German general. The Night of the Generals adds yet another major motion picture to producer Sam Spiegel's long list of award-winning successes. Peter O'Toole as General Tance, the perfect soldier, a fanatic molded of steel and ice. Omar Sharif as Major Grau, the perfect hunter. Finding a killer became an obsession, and even death could not deter him. Just what do you think you're doing? My job. Tom Courtney, Joanna Pettit, seeking together an island of love amidst a sea of savage destruction. What's the matter? You know, we mustn't like each other too much. Why? It's because Because I'm a corporal and you're a general's daughter. it's a man, a girl, a war. Calabac. Donald Pleasance as one of the generals who had something to conceal. And as a French police inspector in occupied Paris, Philippe Noiret. Here are the names of 3 generals. I want to know everything about them. Everything might be too much. One of them is a murderer. Only one. But murder is the occupation of generals. L'amour est plus jeune que la mort, même s'ils ont vu le jour en même temps. And Christopher Plummer as Field Marshal Rommel. From the pages of the world-acclaimed bestseller, a film unique, compelling. You've become a savage. What else? I'm your daughter. A film dramatic, startling, with a continent as its canvas. Man's conscience as its theme.
How dare you touch me? Never do that again. And reuniting the two great stars of Lawrence of Arabia, Peter O'Toole and Omar Sharif. Je pense que vous aurez à peu près compris le type de film que c'est. Mais c'est pour vous dire, quand je vous disais que la réputation de Joseph Kessel, c'était un scénariste très célèbre, il est quand même scénariste à ce moment-là pour Sam Spiegel, qui est en train de réaliser à ce moment-là, vous avez vu les grands films de David Lean. Donc Kessel sait s'adapter à des grandes commandes américaines. Et lui-même, par exemple, va écrire pour le même metteur en scène, son ami Anatole Litvak, qui est un cinéaste russe, va écrire des années 30 une adaptation de Meyerling, et il en refera une dans les années 60. Encore avec Omar Sharif. Alors vous avez ce casting. Kessel était un cinéaste, on va dire, était un scénariste extrêmement efficace et qui s'est toujours énormément, je dirais, adapté ou qui est énormément influencé par le grand cinéma américain, ce qui fait que même quand il réalise un film, alors, on va vous montrer l'extrait, qui s'appelle par exemple Les Amants du Tage, qui est tiré d'un livre un peu anecdotique qu'il avait écrit, on est vraiment, alors que c'est un film d'Henri Verneuil avec... c'est un film d'Henri Verneuil, c'est un film qui ressemble vraiment, on va dire, aux grands polars romantiques comme il y en avait dans les années 40, comme Le Port de l'Angoisse de Howard Hawks, ou par exemple Casablanca, ça se passe au Tage, il y a une histoire d'amour avec une femme fatale, et Kessel, voilà, c'est pour... Voilà, et il y avait vraiment, voilà. Kessel savait aussi adapter des films français, on va dire, un petit peu à ces modes-là dans son écriture. Mais moi, je voudrais, pour vous donner vraiment envie de découvrir, à mon avis, il a écrit un film que je trouve absolument formidable, et ce n'est pas celui-ci, c'est Au Grand Balcon, si tu peux montrer l'extrait. Ouais, parce que c'est... Non, mais ça va être long. Est-ce qu'on a Au Grand Balcon? Au Grand Balcon avec Pierre Freinet. Voilà. C'est le premier. Voilà. Film écrit en 48. C'est dit que c'est la fatigue après la tempête sur les Pyrénées. Henri de La semaine passée, il y avait pas de tempête et tu as déjà manqué le terrain. Alors, plus rien à espérer. Ici, rien. Ailleurs, on veut des jeunes. Ouais. C'est le métier qui veut ça. Les uns, Gilbert, le bruit des moteurs, les copains. J'ai fait 3 ans d'escadrille. Ici, c'est moi qui ai démarré la ligne. Justement, ça, personne ne peut te l'enlever. Tu réfléchiras peut-être. Pierre Freinet. Ce qui m'intéresse Au Grand Balcon, c'est que de la même manière que je vous disais qu'il y a chez Kessel une capacité à reprendre des genres américains et de les transposer en France, là il est allé faire un film sur l'aviation et sur l'aéropostale, qui est évidemment un des grands sujets de son œuvre romanesque, et pour cause, avec Au Grand Balcon, qui était le nom, je crois, de la compagnie à Toulouse de l'aéropostale. Vous savez, où a été créé ce trajet jusqu'à Dakar pour transbahuter le courrier, film qu'avait admiré Mermoz, et qui ressemble énormément à ce que les Américains ont fait comme grand film sur l'aviation dans les années 30 et 40, et je pense par exemple à Seuls les anges ont des ailes de Howard Hawks, où il y a exactement, on va dire, à peu près les mêmes oppositions de caractère et psychologique. C'est-à-dire que vous avez Pierre Freinet qui joue le chef, qui joue le patron, extrêmement froid, professionnel, qui sait exactement où il va, et en face de lui, il y a des jeunes aviateurs un peu chien fou, qu'il va devoir recadrer pour le bien de sa mission. Et on est vraiment dans des problématiques qui ressemblent beaucoup un peu au cinéma hollywoodien. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il y a dans l'écriture de Kessel, dans l'écriture de ses scénarios, il n'y a jamais de mots d'auteur. La langue de Kessel, si on peut peut-être la reconnaître dans ses livres,
on ne peut pas la reconnaître dans ses scénarios. Vraiment, la charpente scénaristique, l'efficacité dramaturgique est toujours très importante dans la vingtaine de scénarios qu'il a écrits. Et quand je vous parle là de La Nuit des Généraux, par exemple, qui est un film assez fouillé psychologiquement, vous avez des personnages très différents. Peter O'Toole joue un général d'armée qui est complètement psychotique. Chaque fois qu'il voit un l'autoportrait de Van Gogh, il devient fou, il casse tout, il assassine des prostituées. Enfin, il devient complètement dément. Kessel n'est pas du tout, on va dire, un scénariste dont la patte, dont l'écriture se fait voir par des mots d'auteur, comme l'ont été certains écrivains du 7e art dans les années 30. Je pense par exemple évidemment à Janson ou à Spaak, ou à Orange et Bost, ou évidemment à Jacques Prévert. Voilà. Alors, on va peut-être parler de quelqu'un d'autre. Je voudrais vous parler maintenant de quelqu'un qui a réalisé un seul film, mais c'est peut-être le plus beau de tous. C'est André Malraux. Et alors, voilà, donc ce qu'il faut, c'est montrer les 3 dernières minutes. Alors, je suis désolé de vous montrer la fin. Alors, excusez-moi, ce n'est pas un film à suspense. C'est L'Espoir, Sierra des Teruel. C'est l'adaptation de son propre roman, L'Espoir, qui est paru, qui a été écrit, enfin, qui est paru fin 37 et que Malraux a réalisé un an après. Au lendemain d'une bataille. No antes que me haya visto el médico. ¿De dónde son los que no son de aquí? Uno alemán, otro francés, ¿Y él así? español, ¿Y él así? árabe. Hoy árabe. Si on a vu que Giono a essayé toute sa vie un petit peu de venir à bout un peu des contraintes du cinéma, si on a vu que
que Kessel avait perçu un peu le cinéma de façon lucrative pour continuer à vivre sa vie et ses activités annexes. Le cas de Malraux est totalement différent puisque il s'agit, au moment où il va réaliser l'espoir Sierra des Teruel, de mener un combat. Le film, comme je vous le disais, a été réalisé 1 an après la parution du roman. Et pour ceux qui se souviennent encore de l'espoir, l'espoir se termine sur l'organisation d'une armée après la première bataille de Teruel qui a été remportée par les Républicains. Et on va dire qu'il y a encore une illusion lyrique à la fin de l'espoir, le titre même l'indique, la possibilité de continuer le combat et de remporter pour la Deuxième République le combat contre les franquistes. Quand Malraux repart en Espagne, lui qui était lieutenant d'escadrille, quand il repart en Espagne en 1938, l'idée est d'aller très vite, de faire rapidement un film de propagande, on va dire, un film qui permette surtout de faire venir des armes pour continuer le combat. Et le film va évidemment se passer très mal. L'histoire de ce film est assez extraordinaire sur le destin même d'un film. Malraux revient en Espagne et il s'installe dans la région de Barcelone où il va tourner la plupart des plans de ce film, où il reprend en grande partie l'espoir, où il condense énormément l'action, où il enlève énormément de personnages, et à la différence même du roman, il n'y a quasiment plus de héros. Il n'y a, comme vous le voyez à la fin, vous voyez tous ces figurants, mais il n'y a plus que, on va dire, un groupe d'hommes. Ce n'est pas, à la différence de certains films américains de guerre par exemple, il n'y a pas d'individualité qui s'extirpe du groupe. On est vraiment avec les républicains et uniquement du point de vue des républicains, si bien qu'on ne verra jamais d'ailleurs le point de vue des fascistes qui parfois attaquent dans les batailles, on est toujours de leur côté. Et le film va très mal se passer parce qu'à mesure que Malraux doit faire ce film en urgence pour les républicains, les fascistes sont en train de gagner du terrain. Et entre le moment où il a écrit La fin de l'espoir et le moment où il repart en Espagne, Teruel, qui avait été remporté à la fin du livre, auquel Malraux a participé, a déjà été repris par les fascistes au moment où lui-même est revenu en Espagne en 1938. Et ce que vous voyez, c'est presque un legs, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, c'est le gouvernement de la Deuxième République qui envoie à Malraux 1500 figurants pour faire les derniers plans. Mais alors que le livre s'appelait L'Espoir, Malraux voulait appeler à l'origine son film, pendant les événements, Chant funèbre pour les morts de la guerre d'Espagne. Donc là, ce qui est intéressant dans cette notion d'adaptation par un auteur de son propre livre, c'est qu'il y a quand même 2 points de vue contextuels qui sont très différents. Autant on a un livre qui porte encore l'illusion lyrique d'une guerre qui peut être encore, une bataille qui peut être encore remportée, autant le film est presque un chant funèbre et déjà presque l'enregistrement en direct de la fin de cette guerre et de l'échec pour les républicains. Je le dis d'autant plus que Malraux n'avait pas terminé le film, qu'il dut repartir en urgence en France parce qu'il voyait arriver les fascistes sur les collines en Catalogne. Donc il paraît même qu'en prenant son avion pour repartir vers la France, en voyant les fascistes arriver, il aurait crié « les Perses, les Perses ». Donc Malraux revient en France, il a évidemment cette matière-là qu'il va devoir monter, il va devoir retourner des scènes, et le film va quand même être montré en 1939 au gouvernement de la Deuxième République espagnole qui est en exil à Paris, mais le film va être censuré par le gouvernement d'Aladier sous prétexte que ce serait un film de propagande révolutionnaire. À ce moment-là, toutes les copies doivent être détruites. Ce que fait Malraux, c'est qu'il donne une copie du film à son assistant Max Aube et lui demande absolument de faire parvenir cette copie de l'autre côté de l'Atlantique. Toutes les copies sont détruites à ce moment-là, et elles vont être ensuite, les dernières copies qui resteront vont être aussi détruites par les Allemands pendant la guerre. Et on va en retrouver une seule pendant la guerre en France, et l'ironie du sort fait qu'elle était en fait dans la boîte, dans le boîtier de Drôle de drame de Marcel Carné, une forme d'ironie vu le titre du film d'ailleurs que Malraux adorait, et on retrouve une copie. Le film donc n'est pas montré, et il faut attendre 1945 pour que on décide de ressortir le film, et pour que ça intéresse les gens, alors qu'évidemment les gens viennent de subir 6 ans de conflit, comment les intéresser encore à la guerre d'Espagne? Eh bien à ce moment-là, on décide d'enlever cette fin que vous avez vue, qu'on jugeait à l'époque trop difficile à suivre pour les spectateurs, muette, comme ça, avec ce cortège de 1500 figurants qui
qui font ce Z là, comme ça sur la montagne. Et d'un autre côté, de mettre beaucoup plus de cartons explicatifs à l'intérieur du film, et surtout de faire débuter le film par une allocution de Maurice Schumann, qui était évidemment, qui s'occupait de la résistance. Ce qui fait qu'on fait, à ce moment-là, de l'espoir de Sierra de Teruel, une espèce de continuation de la résistance, comme s'il y avait chez les républicains espagnols du film une forme de continuité avec la résistance française pendant la guerre. Mais cette version-là n'est pas du tout celle que Malraux espérait, n'est pas du tout celle qu'il voulait. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure que Malraux avait donné une copie à Max Aube, à son assistant. Et il se trouve que Max Aube va être enfermé, va être déporté, et malgré tout, il arrive à s'en sortir en 1942, et il parvient au Mexique avec la fameuse copie du film. Et le film va être remonté outre-Atlantique, et donc il existe aujourd'hui deux versions du film. Il existe une version qu'on appelle l'Espoir, qui est celle précédée du carton de Maurice Schumann, et qui est vraiment l'idée d'avoir fait un film qui aurait un lien avec la résistance française, et il y aurait un autre film, Sierra de Teruel, qui serait la version telle que Malraux l'avait imaginée, et qui serait donc ce chant funèbre pour les combattants de la guerre d'Espagne, et cet enregistrement en direct de la fin de cette guerre, et de la défaite. Alors le film aussi aujourd'hui existe en DVD, et existe dans un DVD où vous avez les deux versions. Donc vous pouvez évidemment comparer. Vous verrez que la fin a disparu et qu'il y a évidemment le carton de Maurice Schumann qui l'introduit. C'est les petites différences entre les deux versions. Mais c'est le seul film qu'a réalisé André Malraux. Malraux, ça fait un bout de temps quand même qu'il avait envie, vous savez, de faire du cinéma. Dans les années 30, il avait même songé réaliser avec Sergei Eisenstein, le réalisateur soviétique du Cuirassé Potemkin, une adaptation de la condition humaine, qui n'a pas pu se faire. Il semblerait que le script de Malraux était tellement détaillé, tellement extraordinaire, qu'il aurait fallu, je ne sais plus un écrivain avait dit, il aurait fallu 2500 pages simplement pour venir au bout du livre, tellement Malraux était dans le détail. Ils ne se sont pas très bien entendus avec Eisenstein, et donc le film n'a pas pu se faire. Ça me fait juste penser que on parle souvent des grands films qui n'ont jamais réussi à être adaptés au cinéma. La condition humaine fait absolument partie, vous savez, de ces projets romanesques qui n'ont jamais réussi à être adaptés au cinéma. Et si Eisenstein, si Malraux ont voulu adapter la condition humaine au cinéma, ils n'ont pas été les seuls. Et on a vu ces dernières années, par exemple, Michael Cimino, vous savez, le réalisateur de Voyage au bout de l'enfer, de La Porte du Paradis, qui a passé environ 20 ans à vouloir également réaliser la condition humaine. Il paraît même qu'il existe un scénario, mais encore une fois, comme Voyage au bout de la nuit, dont on pourrait parler si on parlait du cas de Céline, comme Don Quichotte, ça fait partie vraiment de ces projets qui n'ont jamais pu aboutir, comme s'il y avait une malédiction sur certains titres de littérature avec le cinéma, comme si certains livres ne se prêtaient pas à une adaptation au cinéma, et c'est le cas de la condition humaine. Et à part cette adaptation que Malraux avait envisagée avec Eisenstein de la condition humaine, il a écrit un petit essai très court sur l'esthétique du cinéma après-guerre, mais il s'en est rapidement détaché, et on a entendu encore évidemment, on associe souvent la figure de Malraux à des problèmes qui interviendront quand il sera ministre de la Culture dans les années 60, en particulier avec l'affaire de la Cinémathèque, mais également avec la censure de la religieuse de Diderot. Ah oui, mais... alors, on va passer à quelqu'un d'autre. Ça va, vous suivez pour l'instant, ça se passe bien. Est-ce que vous avez peut-être des questions pour faire un peu une récréation sur des écrivains? Alors, j'avais prévu peut-être avec Nicolas de vous montrer un court-métrage peut-être tout à l'heure qu'a réalisé François Sagan, qui fait 10 minutes, si ça vous dit. Mais peut-être que je vais vous montrer... on va regarder un extrait de Léviathan, de Léonard Kegel, dont le scénario a été écrit par Julien Green. C'est la bande-annonce.
Il devient féroce quand on l'éveille. Nul ne peut lui résister en face. Qui donc peut se vanter d'avoir affronté sans en souffrir Léviathan? Mais qui est donc Léviathan? Quel est ce monstre dont parle la Bible? Cette bête d'Apocalypse, ce fils de l'ombre et du chaos, c'est le monstre du mal. Léviathan. Et qui est possédé par Léviathan? Lui? Elle? Celui-ci? Celle-là? Qui? Tous, et cependant personne. Car Léviathan est à la fois caché au fond d'eux-mêmes et triomphant en dehors d'eux. Le mal les habite et Léviathan les meut. Le mal les domine et Léviathan les précipite. Alors, l'amour humain, incertain et fragile, pourra-t-il résister à cette force venue du chaos et des ténèbres? Un simple amour humain peut-il échapper à la domination de Léviathan? Léviathan, une grande histoire d'amour qui oppose Louis Jourdan, Lily Palmer et Marie Laforêt. Alors peut-être que vous aurez reconnu, certaines personnes, celui qui dit la bande-annonce, je pense que c'est le doubleur de Kirk Douglas. Voilà, j'ai l'impression que c'était Kirk Douglas qui était en train de nous présenter le film. Alors, ce qui m'intéresse dans le cas de Julien Green, c'est que, alors, outre que les deux films qu'a écrit Julien Green sont absolument aujourd'hui oubliés, que ce soit La Dame de Pique, dont il y a aussi un extrait, enfin une bande-annonce, et Léviathan. Alors, Léviathan, c'est d'autant plus curieux que Léviathan, c'est un projet qui a toujours intéressé le cinéma. C'est un roman qui a sorti en 1929 Julien Green, et qui a tout de suite été envisagé par le cinéma, en particulier par André Gide, qui s'est intéressé au cinéma très tôt, qui lui-même d'ailleurs a écrit des scénarios. On pourra peut-être dans les questions d'ailleurs, je pourrais vous parler un peu du cas d'André Gide et du cinéma, mais je peux vous dire qu'il y a d'immenses cinéastes américains, même hollywoodiens, qui ont tout de suite rêvé d'adapter ce roman génial de Julien Green, en particulier Georges Cukor, Jacques Tourneur, Pabst, voilà, tout de suite il y a eu un rêve d'adaptation sur Léviathan, et ça aurait pu devenir encore un projet mort-né, comme les livres dont je vous parlais, Voyage au bout de la nuit, La condition humaine. Et finalement, à la demande à la fois du producteur Pierre Jourdan, de Louis Jourdan, qui est un ami d'Éric Jourdan, le fils adoptif de Julien Green, le film a pu se monter pour Léonard Kegel, qui était assistant de René Clément, avec vous avez vu, Louis Jourdan et Marie Laforêt. Ce qui m'intéresse dans le cas de Julien Green, c'est que Julien Green, s'il est allé vers le cinéma l'a toujours intéressé. Lui, ça a été presque une distraction. À l'époque où il va se lancer dans l'adaptation à la fois de Léviathan et ensuite de La Dame de Pique de Pouchkine, Léviathan est en train d'écrire son journal et en train d'écrire ses mémoires. Donc il est, dit-il, extrêmement absorbé par sa quête, absolument absorbé par son travail, par sa tâche, pardon. Et la sollicitation de son fils à des scénarios, il prend ça comme une distraction, une façon un petit peu de s'aérer et de faire autre chose et d'aller au cinéma. C'est d'autant plus curieux comme distraction que les deux films sont absolument sinistres.
Mais alors, c'est absolument terrible. On ne le voit pas tellement parce que la bande-annonce est un petit peu spectaculaire, mais ce sont des films absolument terribles, à tel point, dans le livre, moi, je parle de films zombies. Les personnages sont réduits à quasiment rien, à peau de chagrin. Ils ne parlent quasiment pas, ce sont des voix fantomatiques. Les acteurs sont extrêmement statiques. Et surtout, on est totalement dans les problématiques de Julien Green, mais débarrassé, non c'est pas le terme, mais sans la langue de Julien Green. Pour vous donner un exemple, quand Julien Green décrit un personnage, il est extrêmement gourmand. Je dis toujours que la langue de Green est très gourmande dans sa manière de décrire les personnages. C'était le fait de se sentir à l'écart qui donnait tant d'irritation à la patronne. La patronne est celle que joue Madeleine Robinson dans le film. Elle devinait bien qu'un drame se passait à la table d'hôte, mais ne parvenait pas à en saisir une parole. L'abîme de haine qu'elle dominait du haut de son comptoir, elle aurait voulu s'y jeter elle-même, en explorer le fond, les cavernes, savoir, oh savoir. Que disent-ils donc, pensait-elle. Pourquoi M. Borges a-t-il ce visage retourné? Et M. Guéret, que dit-il à sa voisine? Elle croisa les mains et ferma douloureusement les yeux. Angèle saura tout cela dimanche, se dit-elle, en guise de consolation. Oui, mais me le racontera-t-elle? Et elle se remit à souffrir. Et alors, la description de Madame Londe, qui est un personnage effroyable, une espèce d'araignée curieuse qui veut tout savoir sur tout le monde, un peu mère Macrel sur les bords, c'est une description qui dure à peu près 5 ou 6 pages chez Green. Dans le film dont vous avez vu l'extrait, le personnage joué par Madeleine Robinson, c'est quelques mimiques, elle est vraiment effrayante, on ne voit rien d'elle. Et donc ça c'est intéressant que, comme je vous disais, il y a une espèce de distraction de Julien Green à aller vers le cinéma, et il est vraiment dans une écriture très monolithique, très sèche, très aride, à partir du moment où il passe au cinéma. Et on lui avait susurré qu'il ne fallait utiliser les dialogues au cinéma qu'à partir du moment où l'image n'était plus capable de montrer. Et on a l'impression qu'il a appliqué ce principe presque de façon systématique à son cinéma, si bien que ça donne des films qui sont extrêmement curieux. On va regarder l'extrait quand même de la Dame de Pique, et je vous dirais ce qui fait de la place de Julien Green dans le cinéma français une place assez incroyable en fait. Donc, Dame de Pique, il réalise quelques années plus tard et qu'il coécrit avec son fils. Je mise tout sur cette carte. Regardez vraiment la façon dont les acteurs parlent et s'expriment. Avec la vraie fortune dans votre tête. Eh bien, la troisième, c'est la Dame de Pique. Ils sont tous là à guetter mon secret comme les vautours. Ils ne l'auront jamais. Comment? Toi, Tomsky, tu as une grand-mère qui t'adore, elle a un secret et tu n'as pas su le lui soutirer. Attendez. Les officiers de ce temps-là ont baptisé ma grand-mère la Dame de Pique. Ivan, c'est toi? C'était 3-7. Laissez-moi! À propos, Tomsky, pourquoi ne nous fais-tu pas inviter au bal de ta grand-mère? Ma grand-mère ne veut pas de jeunes gens chez elle. Tant pis. Il n'y aura pas de valet de cœur chez la Dame de Pique. Un secret. Vous l'avez livré déjà 2 fois. Chaque fois, un homme est mort. Laissez-moi passer! La Dame de Pique,
dans des décors grandioses, un monde bouleversé. La passion du jeu peut-elle être plus forte que l'amour? La dame de pique. Vieille sotte! Tiens. Du trèfle et le valet de cœur. Regardez. Vous allez rencontrer un jeune homme avec de grandes espérances. Est-ce bien vrai que vous ne m'en voulez pas? Aurais-je répondu à toutes ces lettres? Je voudrais vous voir en cachette. Vous êtes bien sûr de vous? Sûr de vous aimer. Vous êtes habile ce soir. Étrangement habile. Que voulez-vous dire? Que vous avez le sort dans votre manche. Insinuez-vous que je triche? Je n'insinue pas, je le dis. Nous nous battrons. Monsieur, je vous en prie. Zorich, désignez les témoins. Des armes, des torches. Tous veulent arracher son secret à la dame de pique. Le secret du jeu et de la fortune, c'est le secret de la dame de pique. Ça donne pas envie de le voir? Ouais. Évidemment, la bande-annonce ne peut pas rendre compte de l'état de stupeur que serait, j'imagine, le vôtre si vous découvriez le film. Si Léviathan était un film d'épouvante, là on est vraiment quasiment dans un film d'horreur. C'est absolument extraordinaire. Les acteurs ne bougent quasiment plus. On entend le vent souffler, on entend Schubert qui revient, on ne sait même pas ce qui se raconte. Il y a des scènes qui sont éclairées un peu, enfin qui sont extrêmement sombres. Il y a quelques bougies qui luisent. On pense à Barry Lyndon, vous savez ces scènes dans Barry Lyndon de Kubrick où vous voyez des masques, les masques quand ils sont en train de jouer aux cartes, où ils sont tous impassibles comme ça, ils ne bougent pas, ils ne réagissent pas. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Green a écrit cette adaptation avec son fils, en fait, c'est venu presque d'une blague. Un jour, ils étaient dans la bibliothèque et Jourdan dit à son père, il dit le premier bouquin sur lequel on tombe dans la bibliothèque, on l'adapte. Et ils sont tombés sur les exemplaires de Pouchkine et ils ont pensé à la Dame de Pique. Et alors, Jourdan explique qu'en fait, lui s'est occupé du travail d'adaptation, travail dramaturgique, et que Green n'a fait que des adaptations toujours plus poussées vers le fantastique. Il voulait aller toujours plus loin vers le film de fantôme, vers le film fantastique, et quasiment, je vous disais, le film d'horreur. Si bien que, c'est ça qui m'intéresse, c'est même si ce n'est pas des films extraordinaires, enfin sont des films extraordinaires dans leur radicalité, dans leur singularité au milieu des années 60, et surtout dans autre chose, c'est que au milieu des années 60, quand Green se met à adapter ces deux romans, le sien et la nouvelle de Pouchkine, il est véritablement un cinéaste fantastique en France, un cinéaste du fantastique et de l'épouvante en France, ce qui est, à part à l'époque peut-être Cocteau et Franju, est encore un genre, je dirais, qui est quand même très peu exploré par les autres cinéastes français. Donc malgré tout, il y a presque un moment Julien Green au début des années 60 dans son association avec Kegel et Jourdan pour tirer le cinéma français vers un cinéma peut-être qui se rapprocherait plus du cinéma de genre à partir de l'adaptation littéraire. Alors les deux films existent aussi aujourd'hui en DVD si vous voulez vous faire une bonne soirée pour Noël.